Bonsoir à toutes et à tous. On apprend donc ce soir que Barack Obama doit se prononcer dans les heures qui viennent sur l'opportunité de fournir des armes aux rebelles syriens. La Maison-Blanche annonce que le président américain réunit son équipe de sécurité nationale et qu'il s'apprête à examiner toutes les options possibles. Les combats en Syrie ont fait 100 000 morts en 2 ans et l'utilisation des gaz chimiques par Bachar el-Assad n'est plus une surprise pour personne. Qui peut venir en aide aux Syriens et comment ? Voici en tout cas nos invités pour ce mot croisé en direct. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Pierre Lelouch, député UMP de Paris, ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes et au commerce extérieur. Nathalie Noguered, directrice du Monde. C'est votre journal qui vient d'apporter la preuve de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Randa Kassis, opposante syrienne en exil à Paris. Vous présidez le mouvement de la société pluraliste en Syrie. Et enfin Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, professeur à Sciences Po. Vous avez désormais la possibilité, je vous le rappelle, de suivre et de commenter cette émission sur le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir, comme d'habitude, sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne. Pierre Lelouch, première question. En août dernier, Laurent Fabius promettait une réponse immédiate et fulgurante si l'armée syrienne utilisait les armes chimiques. Notre ministre vient de confirmer que la ligne rouge était franchie. Faut-il, oui ou non, intervenir ? Écoutez, moi, depuis le début de cette crise, et d'ailleurs, pour être franc, j'étais assez seul dans ma propre famille politique. Je le confirme. J'ai soutenu le président de la République quand il a dit qu'il envisageait de lever l'embargo, parce que moi, je pense qu'il fallait faire ça dès le début, très tôt. Il fallait envoyer ce signal très tôt. Et d'autre part, sur l'affaire des armes chimiques, si la rhétorique française a été très, très enthousiaste, du côté américain, c'est plus encore cela. La ligne rouge, les Américains promettaient des actions. En fait, il ne s'est rien passé. Or, si vous voulez, je trouve que cette guerre commence à dégager une mauvaise odeur de guerre d'Espagne. Dans un monde complètement chaotique, si on laisse un pays, aux mains d'ailleurs de différentes puissances étrangères, arriver à utiliser impunément des armes chimiques, alors je pense que ça va créer un précédent terrible dans le chaos international que nous vivons. Pas seulement les malheureux Syriens, et comme vous l'avez dit, il y a déjà 100 000 morts et plusieurs millions de déplacés et de réfugiés, mais je crains beaucoup que ce type d'attitude ne se reproduise dans les années qui viennent, qu'on ait des tirs de missiles, il y en a, qu'on ait des armes chimiques soient utilisées contre les populations. Bref, que petit à petit, des pans entiers des règles internationales, et le traité sur les armes chimiques, il remonte à la Première Guerre mondiale, il date de 1925. La Syrie a signé le traité de 1925. Pierre Lelouch, on va voir ensuite, on a 1h15 pour le faire, avec quelle modalité éventuelle. Mais à ma question très simple qui est, faut-il intervenir ? Oui, mais votre réponse est oui. On ne peut pas le faire seul, naturellement, on ne peut pas le faire n'importe comment. Mais je dis que ne rien faire condamne le monde à un encore plus grand désordre dont nous paierons un jour le prix. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est absolument urgent que les pays démocratiques, ce qui se réfère à la démocratie, essayent de mettre en place des moyens de réaction. Il y en a, on en parlera peut-être tout à l'heure, idéalement avec l'aide de la Russie, mais laisser la situation à l'état, laisser l'Iran l'emporter, laisser s'installer une guerre entre sunnites et chiites où les plus obscurs des forces l'emportent, est une très mauvaise affaire pour la paix du monde. Hubert Védrine, même question. Doit-on intervenir en Syrie et si oui, comment ? Comme Pierre Lelouch l'a indiqué, c'est la déclaration d'Obama qui est centrale, qui fixe une ligne rouge, et après, elle est franchie. Ça ne déclenche rien. Je pense que quand on a une position de responsabilité, on ne doit pas faire d'annonce de ce type. Voilà. Si on n'est pas en mesure, ça n'a rien à voir, mais c'est comme quand il voulait faire arrêter la colonisation dans les territoires occupés, elle n'est pas arrêtée, il ne fait rien. Donc on doit pas, ça n'a rien à voir, hein, mais il ne faut pas prendre des responsabilités de ce type. Pardonnez-moi, là vous nous dites que le président Obama s'est trompé et au minimum il paraît faible. C'est pas qu'il se soit trompé, c'est qu'on ne fait pas une annonce de ce type si on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut après, si la ligne est franchie. Cela dit, il ne faut pas être artificiel non plus. Je dis, les Français l'ont fait aussi, Hubert Védrine. Les 100 000 personnes déjà mortes ne sont pas mortes d'armes chimiques, elles ne sont pas moins mortes. C'est pas moins atroce. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu artificiel dans l'idée qu'il y a un déclenchement à un moment donné, surtout si ça ne déclenche rien. Dans cette tragédie, je pense qu'on aura l'occasion longuement de se demander ce qui peut être fait ou pas, mais on ne peut pas raisonner comme si sous-entendu les Occidentaux.
était en mesure de contrôler, de décider d'intervenir et qu'il ne le faisait pas pour de mauvaises raisons. Moi, je trouve que cette horrible tragédie syrienne est en train de révéler que, décidément, il n'y a pas encore de communauté internationale. Et qu'aucun des mécanismes prétendus, théoriques, bien qu'il y ait des traités, qu'il y ait des déclarations, des tas de choses, vous voyez. Donc il faut qu'on ait une analyse très réaliste, là, entre nous, sur si quelque chose doit être fait, qui fait quoi, où, comment. Est-ce que vous le souhaitez? C'était le sens de ma question. J'ai très bien compris, on va dire, le paysage que vous nous dressez, notamment par rapport aux prises de parole du président Obama. Mais est-ce que vous souhaitez, après qu'on en ait bien entendu décider des contours, mais d'une forme d'intervention, quelle qu'elle soit, et active maintenant, au nom des chiffres qu'on vient de rappeler? On ne peut que souhaiter que le calvaire des Syriens s'arrête. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un processus de sortie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de scénario politique qui donne des garanties sur ce qui se passe maintenant et après. La question du rapport de force et des armes ou de l'aide de système ne s'inscrit que dans ce processus. Il y a des scénarios, Hervé Drine, deux solutions. Il y a des scénarios d'intervention sous une forme ou sous une autre. Il y a des idées qui vous paraissent assez claires et dont on peut définir les contours un peu clairement ce soir pour nos téléspectateurs? Vous le savez comme moi qu'en réalité, il me semble que même chez les Occidentaux les plus... Enfin, dans les courants de pensée qui vont intervenir, soit les néoconservateurs, soit les faucons libéraux, les liberal hawks, comme on dit aux États-Unis, il n'y a aucun scénario qui ressemble à la guerre d'Irak, dans lequel il y a une sorte d'énorme coalition internationale qui fait la guerre, qui s'empare du pays et qui impose sa solution. En revanche, il y a un certain nombre d'interrogations sur fournir des armes. Alors, à qui, c'est la question, à qui, comment, on va voir ce que dit Obama dans la soirée. Il y a la question sur des zones d'exclusion aérienne, au nord vers la Turquie ou vers la Jordanie. Je laisse de côté l'action humanitaire, bien sûr. Puis il y a tout le volet politique. C'est pas parce qu'on est pris à la gorge par l'horreur de ce qui se passe qu'il faut oublier qu'il y a beaucoup d'efforts depuis le début, infructueux jusqu'à maintenant, malheureusement. Vous nous rappelez à la raison au-delà de l'émotion. Ça n'empêche pas d'être ému. Non, mais j'ai très bien compris. Je combine les deux. Je pense que là, il ne faut pas qu'on ait des interrogations que militaires, même si ce n'est pas illégitime. Quelle est la solution politique? Est-ce qu'il y a une crédibilité? Madame aura certainement des choses à nous dire là-dessus. Et c'est la combinaison des deux qui peut-être donnera un processus de sortie de l'horreur pour les Syriens. Alors Nathalie Noguered, votre journal, je le rappelle, vient de démontrer que le régime d'Assad utilise le gaz sarin. Vous écrivez « On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas ». Le monde est-il favorable à une intervention militaire en Syrie? La raison pour laquelle on a écrit « On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas », c'est précisément parce qu'il y avait un grand flou. Vous vous souvenez, depuis des semaines, il y avait toutes sortes de récits qui sortaient de Syrie à propos de l'emploi de gaz chimique. Et ce que nous avons fait, grâce au travail de 2 journalistes qui ont passé 2 mois en Syrie clandestinement, en prenant de grands risques, ils sont sortis des échantillons, on les a fait analyser et les résultats ont été positifs, donc présence de gaz sarin. Je rappelle que ce sont vraiment pour le coup des analyses de sang, d'urine, enfin de choses très, très concrètes qui ont été faites et menées à terme par les journalistes du Monde. Absolument. Des analyses qui ont été faites par le Centre du Boucher, qui est un laboratoire qui dépend de la Délégation générale de l'armement, qui est le seul endroit en France où on peut établir sans aucune contestation possible la nature des substances qui sont analysées. Je crois qu'il est très, très important d'expliquer la démarche du journal quand même dans ce dossier. On a voulu établir les faits, on a voulu pousser l'enquête le plus loin possible. On est le premier média au monde à avoir établi, sans discussion possible et de manière scientifique, que des armes chimiques avaient été employées. Mais nous ne sommes pas prescripteurs d'une solution, quelle qu'elle soit. On ne peut regretter l'impuissance de la diplomatie. On n'est pas, je crois, autour de cette table, personne n'est un spécialiste d'action militaire et des moyens qui pourraient ou non être déployés. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un débat actuellement qui repart sur la question de la livraison d'armes à la Syrie. Les Américains laissent entendre que ça pourrait être remis sur la table, même de manière imminente. On sait que les Européens, sous la pression des Britanniques et des Français, ont fait lever l'embargo sur les livraisons d'armes à la Syrie. Donc je pense qu'il y a certainement au niveau au moins du vocabulaire... Vous êtes un levier de pression, vous vous en rendez bien compte. Non, on est un levier d'information. Vu l'écho qui est accordé à ces preuves que vous avez ramenées. Je pense que ces preuves-là, certainement, mettent les dirigeants occidentaux qui ont fait toutes les déclarations qu'on a évoquées à l'instant, devant une forme de responsabilité. C'est-à-dire que les paroles au plus haut niveau de l'État doivent porter quand même un minimum de crédibilité.
Ce qu'il y avait d'intéressant dans la séquence américaine, c'est qu'effectivement Obama avait fait ses déclarations sur les lignes rouges, sur le fait que ça changerait son mode de calcul sur ce dossier de manière radicale, mais il n'a jamais précisé de quelle manière et qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme action si la ligne rouge était franchie. Alors je me rends compte qu'à presque tous mes invités, il faut que je pose 2 fois la question, mais je peux très bien le comprendre, la situation n'est pas aussi simple que ça. Vous venez de nous dire, on a amené les faits. Ils sont établis, chacun est confronté à ses responsabilités. Mais est-ce que vous auriez pu signer un éditorial qui, plutôt que de nous dire « on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas », aurait été « il faut intervenir en Syrie ». Je pense qu'il faut cesser d'avoir les bras croisés, ou en tout cas de projeter l'image d'une diplomatie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de communauté internationale sur ce dossier parce que la communauté internationale est totalement divisée. Mais il y a un grave problème. On parle de 100 000 morts. Il y a un an, je me souviens d'un article dans Le Monde qui disait que selon l'ONU, et c'était donc en mars 2012, il y avait 7500 morts comptabilisés par l'ONU. Donc on est vraiment dans une dégradation et un pourrissement du dossier avec des métastases dans toute la région qui posent un grave problème. Randa Kassis, vous, opposante syrienne en exil, est-ce que vous l'espérez cette intervention? Au départ, oui, je l'ai espéré. Aujourd'hui, non, je ne l'espère plus. Parce que je crois qu'une telle intervention ne va qu'aggraver la situation en Syrie. La Syrie, aujourd'hui, quand même, il y a une complexité en Syrie. Ce n'est plus le camp, voilà, ce n'est plus 2 camps, le camp de bien qui est en train de réprimer juste le camp de mal, ou plutôt voilà, de combattre le camp du mal. C'est vraiment autre chose. Aujourd'hui, il y a une question des minorités qu'il faut en prendre conscience. Il y a une question aussi des rebelles qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas organisés quand même. Il y a plusieurs groupes. Chaque groupe est financé d'un pays. L'autre, il est financé par un autre pays. Alors, il n'y a pas vraiment juste une structure, ce qu'on peut appeler une armée syrienne libre, une vraie structure organisée et où il y a un commandement. Ils n'ont même pas une boussole politique, ce qu'on appelle aujourd'hui la coalition. Cette coalition ne peut rien faire, ne peut pas influencer, ne pèse rien sur le terrain. C'est ça ce qu'il faut voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en plus? Il y a des grands acteurs dans ce dossier-là. Il y a l'Iran, il y a le Qatar, il y a la Turquie, il y a la Russie. Alors, en armant aussi, je vais répondre sur la question pour l'armement. Non, je suis contre cet armement pour plusieurs raisons. En armant les rebelles, d'abord, je ne parle pas encore de l'armement. Pour l'instant, je vous parle d'une intervention militaire, quelle qu'en soit la forme. Une intervention, voilà. Alors, des Occidentaux, comme par exemple, ça peut avoir lieu en Libye. En Libye, oui. Ça veut dire, est-ce que la Libye, aujourd'hui, juste avoir la Libye, comment le chaos est régné de toute façon dans ce pays, nous ne souhaiterons pas avoir ce pays et ce chaos en Syrie, même s'il est le cas. Et on est bien d'accord pour dire qu'il y a un an, vous n'auriez pas apporté la même réponse. Non, parce que tout simplement, il faut évoluer avec la situation. On ne peut pas rester sur les mêmes positions. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, l'erreur des Occidentaux aurait été de ne pas avoir cru que Bachar el-Assad allait partir aussi vite que, par exemple, les présidents Ben Ali ou Moubarak? Oui, ça a été sous-estimé, ça c'est vrai. De toute façon, les pays occidentaux, comme nous, les opposants, on a cru à cette chute-là. On a cru à une chute rapide qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le bien des civils? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les civils aujourd'hui. C'est eux qui payent le prix. Alors, voilà, une intervention. Est-ce que ça va être une intervention ciblée? C'est ça la question. Bien sûr que non. Est-ce que vraiment Obama a envie d'intervenir? C'est ça, il faut voir ce que les autres pays, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Rodi Broman, est-ce qu'on aurait pu intervenir plus tôt? Et est-ce qu'en effet, maintenant, c'est de toute façon trop tard? Je continue à vous parler intervention militaire, après on va reprendre les dossiers un par un. Oui, on parle bien d'une intervention militaire. Et non pas uniquement d'armement ou de réarmement, si je puis dire. Pour ce qui concerne une intervention aujourd'hui, notons un fait majeur tout de même, c'est que personne ne la demande. Personne. Ni hier, ni aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu de groupe organisé en Syrie en appeler à la communauté internationale ou à ce qui en tient lieu. Je parle à côté d'Hubert Védrine, donc je mesure les mots que j'emploie quand je parle de communauté internationale, mettons des guillemets. Une organisation internationale quelconque, une coalition intervenant, ça n'a jamais été à l'agenda des groupes syriens.
La deuxième remarque que l'on peut faire à ce stade, c'est que lorsqu'on intervient, on a besoin d'un point d'appui. On vient pour porter une force. Prenons par exemple le Kosovo ou même la Libye. Moi, j'ai exactement les mêmes réserves que Randa Kassi sur la Libye. Je ne pense pas que le résultat soit à la hauteur des attentes, et bien au contraire. Reste qu'il y avait une force politique sur laquelle s'appuyer. Là, l'armée syrienne libre, c'est au moins 18, 20, peut-être plus encore de groupes. Le rapport de force entre eux et les groupes type Al-Nusra ne semble pas en faveur de l'armée syrienne libre. Autrement dit, une intervention causerait, comme vient de le dire à juste titre Randa Kassi, plus de mal que de bien. Alors, dans un monde idéal, utiliser la violence pour mettre fin à la violence, ça peut sembler une solution très élégante. Dans le monde réel, c'est pas comme ça, me semble-t-il, que ça se passe. Alors, je rappelle que l'information de la soirée, c'est cette réunion dans les prochaines heures qui devrait avoir lieu avec l'équipe de sécurité nationale du président Obama. Je souhaite que vous réagissiez les uns les autres à cette information. Nathalie Nogueret, les Américains pourraient annoncer des livraisons d'armes aux rebelles. Si tel était le cas, est-ce que c'est un tournant ? Il faudra voir exactement de quelle manière ce genre de propos, qui pour l'instant est cité de manière anonyme, sont des responsables officiels américains. On sait qu'il y a une réunion engagée par le président, voilà. Que son secrétaire d'État a annulé sa tournée au Moyen-Orient pour faire un point sur la situation en Syrie. Et en effet, ce sont des sources à la Maison-Blanche qui laissent entendre qu'on pourrait annoncer des livraisons d'armes. Je pense qu'il faut faire attention. Mais si tel est le cas, je vous demande de réfléchir à la possibilité que ce soit vrai. Je crois qu'il faut faire quand même attention à la différence entre la formulation d'une politique et sa mise en œuvre, et puis des bruits qui sortent d'une administration à un moment précis. Et on est quand même dans une séquence où les Américains et les Russes... Les Américains espèrent organiser avec les Russes une conférence dite Genève 2, peut-être au mois de juillet. Peut-être que faire fuiter ce genre de commentaires, ça permet d'exercer une pression sur le régime de Bachar el-Assad, de le pousser à la table des négociations. Voilà, ça peut participer d'une certaine chorégraphie, en tout cas dans les semaines qui précèdent. Une chorégraphie, ça veut dire qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on danse. Je pense qu'il faut se souvenir, on ne peut pas exclure que les Américains décident que si vraiment la conférence de Genève, si elle se tient, n'aboutit à rien, ils passent à une politique qui consistera à essayer de modifier le rapport de force sur le terrain. Mais je crois qu'on doit aussi se souvenir que l'été dernier, et ça a été amplement raconté par la presse américaine, il y a eu un grand débat au sein de l'administration américaine avec Hillary Clinton qui était favorable à une politique plus active, notamment avec des livraisons d'armes, et un certain nombre de responsables, de hauts responsables américains au sein de l'équipe de sécurité nationale qui étaient de ce bord-là. Et Barack Obama a tranché contre. Il a préféré une position plus attentiste. Hubert Védrine, une rapide réaction. C'est important ce qui se passe à Washington ce soir, c'est de l'agitation diplomatique. Je pense que Barack Obama, fondamentalement, ne veut intervenir dans aucun nouveau conflit au Proche et au Moyen-Orient et dans ces zones. Je pense qu'il veut gérer... Livrer les armes, c'est intervenir ? Oui, bien sûr. Oui. C'est une forme vous le faites préciser. Oui. Bien sûr. Oui. Je pense qu'il veut achever le retrait d'Afghanistan, qui déjà n'est pas sans problème. Il a été extrêmement prudent, tout en approuvant, dans le cas de la Libye, alors qu'il y avait une demande de la Ligue arabe, ce qui n'est pas le cas là. Et il y avait eu, grâce à ça, une résolution au Conseil de sécurité, chapitre 7. Idem au Mali, mais il ne veut pas aller au-delà. Donc je pense que ce n'est pas sa ligne. Hillary Clinton, comme l'était Madeleine Albright il y a quelques années, était une sorte de libéral, faucon interventionniste, comme les Susan Rice, qui est maintenant auprès du président Obama, ainsi que Samantha Powers, mais je pense que lui n'a pas changé de ligne. Donc peut-être qu'à un moment donné, il trouvera ça... Donc, il ne s'entoure que de secrétaires d'État dont il ne suit pas les avis. Donc... Non, c'est différent. Il est plutôt d'accord avec John Kerry. De ce que vous venez de me dire. Il est plutôt d'accord avec John Kerry. Peut-être un peu vite, non ? Peut-être qu'il pense qu'il vaut mieux qu'il les ait sous la main, enfin je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est de la politique washingtonienne. Il fait de la politique, oui, pardonnez-moi. Aussi, il est président. Bon, alors, je pense donc qu'il va essayer d'échapper à ça, mais à un moment donné, je rejoins Nathalie Nogueret en disant que la grande affaire des Américains, là maintenant, c'est essayer de monter une conférence de Genève 2. Or, les Occidentaux ne se sont pas simplement trompés en pensant qu'Assad allait tomber tout de suite, comme Ben Ali, comme Moubarak. Je rappelle qu'il s'agit d'un projet de conférence de paix. En ayant sous-estimé complètement la complexité syrienne, etc. Il y a un autre élément, c'est qu'ils ont cru pouvoir faire tout ça sans les Russes, sous prétexte qu'on n'aime pas Poutine. Bon, c'est le deuxième mandat, Kerry est plus réaliste, il essaie de refaire quelque chose avec les Russes, donc à mon avis, la priorité pour eux, c'est ça. En revanche, il n'est pas exclu que, du point de vue de Washington, comme de Paris peut-être d'ailleurs, le fait de dire certaines choses
sur l'intervention sous forme de fourniture d'armes, ce soit un élément pour peser sur la conférence. On peut faire la ligne rouge et après dire je vais peut-être finalement fournir des armes, mais finalement... Non, je ne reprends pas la ligne rouge. Vous disiez bien, vous préparez une conférence et vous n'y allez pas naïvement, vous n'y allez pas sans aucun biscuit, en fait. Donc il peut y avoir l'idée qui circule, qu'il faut que la conférence se tienne et que s'il n'y a pas un minimum de bonne volonté pour travailler, les Occidentaux, puisque ce n'est pas la communauté internationale, ce sont les Occidentaux seuls, n'excluent pas d'eux. Donc ça peut être une stratégie pré-Genève, peut-être. Pierre Lelouch, on a l'impression que l'Amérique commence à bouger, mais que ça a quand même mis beaucoup de temps. J'ai la même lecture qu'Hubert Védrine de ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, on en a parlé souvent ensemble. Ce qui me frappe aux États-Unis, c'est le repli. Ils sortent de plus de 10 ans de guerre en Afghanistan, depuis le 11 septembre, en fait. 10 années de guerre Afghanistan-Irak, la fatigue de l'intervention est très grande. On a un président. Des armes, là. Attendez, il faut remettre ça dans le contexte. Je crois qu'on a une Amérique qui s'intéresse de moins en moins au monde en général et qui ne rêve que d'une chose, c'est de ne pas être au Moyen-Orient. Et le gaz de schiste, l'indépendance énergétique dont elle va bénéficier, va permettre à l'Amérique de penser à autre chose, c'est se désengager d'une région qu'elle ne comprend pas. Donc, moi, ce qui m'a frappé ces dernières années, c'est ce concept nouveau, leading from behind, c'est-à-dire la direction par derrière, c'est quand même assez curieux pour une superpuissance, qui consiste à dire si les Français veulent faire la guerre en Libye avec les Anglais, qu'ils le fassent, on donnerait un coup de main, un petit peu, quelques avions, quelques drones. Au Mali, pareil, on donne quelques avions, mais on laisse les Français à l'avant prendre tous les risques. C'est pour ça qu'il est pris un peu au piège de sa propre déclaration sur la ligne rouge. Les choses se sont dégradées. Tout le monde a pensé que ça allait s'arranger en Syrie, un peu comme dans les autres pays. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est dans une situation où quand même, et là je reviens, c'est pas ce que je disais tout à l'heure, n'a rien à voir avec de l'émotion. Et là, c'est une analyse totalement clinique de l'état de la société internationale. Si on laisse perdurer des conflits de ce type avec utilisation d'armes de destruction massive, je donne pas cher de ce qui va rester de règles internationales. Et à un moment, ça va être très, très, très dangereux pour nous tous. C'est pour ça que la sagesse voudrait, non pas au nom de l'émotion, la sagesse voudrait que les grands pays, Russie compris, regardent quelles sont les options. Non pas pour faire la guerre. Et l'exemple de la Libye ou de l'Afghanistan, c'est pas ça que j'ai à l'esprit du tout. C'est, comme le disait tout à l'heure Hubert, il faut qu'on soit dans un rapport de force qui mène à une issue politique dans la négociation. Et pour ça, il faut faire en sorte que ce ne soit pas totalement déséquilibré. Aujourd'hui, vous avez un côté qui a les armes et l'argent. Ils ont les armes russes, ils ont l'Iran derrière eux, et ils sont en train de taper sur leur population et sur tout ce qui bouge. En face, vous avez en effet un camp totalement hétéroclite, mais quand même, les retombées se font sentir en Irak, où là, le gouvernement chiite, la guerre civile a repris. Au Liban, où la guerre est en train de contaminer le Liban, en Jordanie, il risque d'y avoir des conséquences. Je vais revenir sur tous les risques de contagion ensuite. À ensuite. un moment, les grandes puissances, enfin ce qu'il en reste, les États-Unis, la Russie, les Européens, doivent se dire, attendez, cette région est toute proche de nous, est-ce qu'il est raisonnable de dire, bon c'est trop dangereux, on n'y va pas. Il y a plusieurs options. La levée de l'embargo sur les armes en est une, et c'est une bonne chose que l'Europe ait pris cette décision, et il faut la caler avec les Américains. La déclaration d'une organisation comme le Hezbollah, comme organisation terroriste, c'est quelque chose que l'Europe doit regarder en face. Moi, ça fait longtemps, ça fait des années que je dis que le Hezbollah doit être inscrit comme organisation terroriste. C'est pas le cas, ils ont des comptes en banque, ils sont un parti politique, ils ont des télévisions. On est devant un conflit qui est devenu, qui est le marqueur du prochain siècle dans le Proche-Orient, c'est entre sunnites et chiites. Est-ce que nous, les Occidentaux, on va rien faire, ou bien est-ce qu'on peut regarder les options, y compris les interdictions aériennes, pour éviter que des avions bombardent des populations civiles? Je termine le chapitre des armes. Oui. Nathalie Noguerel, vous voulez intervenir? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport aux commentaires de Ronnie Broman. C'est vrai qu'aucune organisation internationale ni régionale n'a appelé à une intervention sous quelque forme que ce soit, une zone d'interdiction aérienne. Ni organisation syrienne, Mais c'est vrai aussi que les manifestants syriens, dès l'automne 2011, quand ils ont commencé à subir les assauts de l'armée, etc., ont commencé à manifester, c'était chaque vendredi, en appelant, c'était le slogan de ces manifestations, en appelant à une zone d'interdiction aérienne. Parce qu'ils avaient vu cela se produire en Libye et ils disaient, pourquoi est-ce que nous, et souvenez-vous, ils ont manifesté pendant 6 mois pacifiquement, 6 mois à se faire tirer dessus avant de prendre les armes. Et ensuite, la situation a vraiment pourri. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils se sont dit, si les Libyens ont pu bénéficier d'une certaine aide, pourquoi pas nous? Ça ne représente pas, ça n'est pas une organisation
d'organisation proprement politique, mais c'était la voix aussi de la rue syrienne, des manifestants syriens à un moment donné. Et puis juste pour en revenir à la question de l'intervention, je crois que quand les Occidentaux ont parlé de ligne rouge et d'agir si une ligne rouge sur les armes chimiques était franchie, et je suis totalement d'accord avec Hubert Védrine, dire qu'il y a une ligne rouge sur le chimique et pas une ligne rouge sur des centaines, des dizaines de milliers de morts, ça a quelque chose d'assez scandaleux en soi. Je crois que l'idée d'intervenir et d'agir si cette ligne rouge était franchie, c'était plus pour sécuriser les stocks d'armes chimiques que pour, sous une logique d'opération commando, que de lancer une opération du type Irak 2003. Je crois que ça n'a été envisagé par personne. Je termine mon tour de piste, si je puis dire, sur l'éventuelle réunion. En tout cas, elle doit avoir lieu, mais on ne sait pas ce qu'elle donnera, du Conseil de sécurité nationale américain autour du président Obama, si une décision de livraison d'armes avait lieu, finalement. Est-ce que là aussi, vous nous dites... Je rappelle que vous êtes syrienne et vous vivez en France. Non, c'est trop tard et c'est dangereux parce qu'on ne sait pas à qui on va distribuer ces armes. Oui, c'est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, en armant ces rebelles, la Russie va surarmer le régime. Les Iraniens vont être impliqués encore plus dans ce conflit-là. Pareil pour Hezbollah. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un équilibre de la terreur. Et monte. Voilà, une escalade, tout simplement. C'est dans cette région, on va avoir plus de morts, plus de destruction. Juste, rappelez-vous de la première année, quand c'était pacifique, les manifestants sortaient d'une manière vraiment pacifique. Ils étaient, combien de morts on avait? Beaucoup moins que la deuxième année, quand on est passé à la militarisation de 10 000 à 100 000, ça veut dire multiplié par 10. Alors, il faut aussi multiplier ce chiffre par aussi 10 quand l'autre va armer encore et la Russie va surarmer le régime. Et ça sera de toute façon un conflit sans fin. Parce que dans l'état d'esprit de chacun veut en terminer avec l'autre. C'est ça la réalité des choses. Comment? C'est plutôt à la place de penser et de croire qu'une solution militaire pourrait résoudre ce problème, plutôt chercher une autre solution. Oui, je ne dis pas qu'une solution politique est vraiment peut avoir lieu, même la conférence. Je ne crois même pas que cette conférence aura lieu le mois prochain. Parce nous voyons très bien que voilà, le régime avance, il a repris Qousseir, il est en pleine offensive, il prépare la bataille d'Alep. Alors ils ne sont pas vraiment ils sont pas en faiblesse pour négocier. Pareil pour l'opposition, la coalition qui est vraiment une ligne dure, n'est pas du tout flexible. Je suis désolée pour le mot, mais ils sont incompétents et irresponsables. C'est ça le problème. Avec ces deux, nous ne pourrons pas avoir des négociations. Moi, je crois plutôt à une solution politique, pas à court terme, malheureusement, mais à moyen terme, par un autre projet pour la Syrie même. Ronnie Broman, en fait, Randa Kassis vient de nous dire, si on arme la rébellion, je dis bien au sens large, on va essayer de détailler un petit peu de qui on parle, forcément, les Russes vont intervenir pour livrer aussi leurs armes. L'Iran, à travers le Hezbollah, sera d'autant plus interventionniste. On ne fait que monter, si je puis dire, le déséquilibre ou l'équilibre de la terreur. Et je vois qu'on a un tweet qui nous dit « Sur les livraisons d'armes, il serait bon qu'on retienne la leçon libyenne qui a permis un armement militaire d'AQMI au Mali. » Clairement, est-ce que c'est le risque principal, livrer des armes qui se retourneront éventuellement contre nous? Il me semble que ce sont les leçons de l'expérience historique. Il me semble que Randa Kassis a parfaitement raison de nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une situation statique dans laquelle on peut intervenir en posant nos atouts à un endroit et puis retrouver une sorte d'équilibre mécanique qui se créerait grâce à ce rajout. Non, c'est une situation dynamique, pour le pire d'ailleurs. Enfin, c'est une spirale descendante dans un gouffre suicidaire. C'est terrifiant, c'est ça qu'il faut aborder. Moi, je partage absolument, naturellement, comment ne pas le faire, les préoccupations exprimées par tout le monde ici, y compris sur les conséquences régionales et puis plus loin. C'est simplement, en ce qui concerne les moyens d'enrayer ce cycle terrifiant, que nous pouvons différer. Et moi, je crois en effet que les armes appellent les armes, en l'occurrence, que rien n'empêchera les Russes, enfin nous avons Poutine, le boucher de la Tchétchénie. Poutine, en tant que
artisan d'une répression, il sait vraiment de quoi il parle, il n'a absolument aucune retenue dans ce domaine, donc il est évident qu'il ne voudra, enfin il me semble évident que jamais il ne voudra perdre la face et que les missiles, puis toutes les armes qui lui seront demandées, seront fournies au régime syrien au cas où cette escalade est enclenchée. Et par ailleurs, il y a aussi une question qui se pose et que je trouve, qu'on laisse sans réponse, c'est l'Arabie saoudite et le Qatar livrent massivement des ressources, disons, de toutes sortes, de l'argent, des armes aux rébellions. Y compris, alors, enfin, je ne sais pas quel type d'armes, moi je n'ai absolument aucune information confidentielle, mais on sait bien que ce sont les armes anti-blindées et les armes anti-aériennes qui peuvent, pour protéger, disons, la population, rendre service à la rébellion. Et je ne comprends pas, mais peut-être qu'il y a... Là, je pose la question sans arrière-pensée, ce n'est pas du tout... Je ne sais pas de suggérer quelque chose, je mets ça au pot de la discussion, je ne comprends pas pourquoi ces deux puissances ne sont pas appelées à envoyer les armes que, apparemment, les Occidentaux rechignent à envoyer. Et elles ne seraient pas dans cette situation d'enclenchement d'une sorte de dynamique d'escalade. Hubert Védrine, vous avez envie de répondre aussi à cette question. Peut-on livrer des armes aux rebelles sans armer les islamistes ? Je voulais simplement rappeler que l'affaire libyenne, c'est tout à fait différent, parce que les stocks d'armes en Libye, ce n'est pas des armes qui ont été données imprudemment à des rebelles libyens. C'est des stocks d'armes qui étaient là en Libye, notamment fournis à ceux des Touaregs. Achetés par les Libyens, rappelez à la France. Achetés par les Libyens, à tout le monde. Bon. Ah oui, à tout le monde. Et qui étaient fournis à ceux des Touaregs qui avaient rejoint Kadhafi. Ils sont partis après avec leurs armes. Mais c'était déjà le chaos dans l'est du Mali, dans le nord-est du Mali avant. Bon. Donc c'est pas transposable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions énormes par rapport à ça. Donc moi je redis que je comprends si c'est une politique, en quelque sorte, de la part de la France et de la Grande-Bretagne qui obtiennent l'autorisation de le faire peut-être puisque on a levé l'embargo, mais les Européens n'ont pas décidé globalement de livrer des armes. Ils sont à peu près tous contre. Sauf France et Grande-Bretagne, à qui ça ne serait pas interdit pendant un certain délai. Bon. Si Obama est sur cette ligne, je le comprends si ça s'inscrit dans une stratégie consistant à peser sur l'évolution des choses, à rendre peut-être plus coûteuse pour la Russie le fait de maintenir cette politique d'obstruction qu'elle le pratique, et peser pour que la conférence ait lieu quand même, peut-être pas le mois prochain, mais dès que possible. Si c'est inscrit dans cette stratégie, je comprends. Si c'est simplement le fait de livrer des armes à des rebelles, on sait bien que ça ne sera pas contrôlé après, au bout d'un moment. Et les Américains, Obama va freiner, parce qu'il se rappelle très bien la fourniture des armes aux combattants islamistes en Afghanistan contre les Russes. Tous les Américains se rappellent de ça. Donc il ne faut pas être naïf là-dessus. Mais moi, je ne l'écarte pas complètement si c'est inscrit dans une stratégie un peu réelle-politique pour enclencher un processus politique. Mais enfin, on retombe sur les difficultés que vous avez décrites, madame, avec une franchise remarquable, parce que ça veut dire qu'il faut construire une option politique. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu d'option politique en Syrie, d'ailleurs, que la coalition des minorités inquiètes est restée très 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 forte, parce qu'en Syrie, il y a beaucoup de gens qui craignent autant un régime sunnite extrémiste après que l'horreur de la répression d'aujourd'hui. Donc on en revient autant à la question politique qu'à la question éventuelle de l'armement. On a envie de vous dire qu'est-ce qu'on fait, c'est parce qu'on continue de compter les morts. On sait qui Tous ceux qui sont sensibles au sort des Syriens, et dont vous faites partie évidemment, et qui constatent cette situation épouvantable pour ce pays. Ronnie Broman l'a indiqué, les Qataris et les Saoudiens, ils font quelque chose. Ils donnent de l'argent, ils livrent des armes, parce qu'ils veulent faire tomber un maillon chiite, en fait, dans leur vision, à eux. Les autres font de l'action humanitaire. Les Turcs ont essayé de mener une politique. À un moment donné, il croyait y avoir une influence dans le cadre de l'ancien Empire ottoman. Ça n'a pas marché du tout. Puis c'est eux-mêmes qui sont sur la défensive. Maintenant, pour d'autres... Oui, c'est très compliqué. Vous dites que le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est leur rôle. Pour tout le monde. Non, je ne dis pas que c'est leur rôle. Je dis que tous ceux qui cherchent à jouer un rôle dans cette affaire se cassent un peu les dents, n'atteignent pas leur jeu. Sauf la Russie par blocage. Mais on ne peut même pas dire que la Russie réussisse à ce que le régime qu'elle soutient maîtrise la situation. Nathalie Nogueret. Personne n'atteint son objectif. Non, c'est vrai. Un des grands mystères est de savoir à quel point le régime russe détient de réels leviers à Damas. Si tant est qu'un jour, le régime russe décide de pousser Bachar al-Assad, son régime, son pouvoir, à une table de négociation pour, dans le cadre d'un effort diplomatique où les Russes et les Américains se retrouveraient au même niveau. Ce qui est la grande ambition de Poutine, c'est de rétablir un schéma où les deux grandes puissances de la guerre froide se retrouvent à égalité à décider du sort du Moyen-Orient. Ça, c'est
la grande ambition de Poutine, je crois. Et j'observe que les Russes, tout en livrant beaucoup d'armes, beaucoup de munitions, beaucoup de finances, sans doute au régime de Damas, dosent aussi leur approche. Il y a eu des déclarations sur des livraisons de missiles S-300 donc par la Russie au régime de Damas, et on a appris qu'en fait, tout compte fait, ils ne les livraient pas. Ça participe aussi d'un jeu. D'un côté, les Américains parlant de livraison d'armes aux rebelles, de l'autre, les Russes de livraison de S-300. Il arrive au ministre de dire on n'est pas lié à un homme. Et même aux armes. La France l'a dit, je crois, une fois ou deux. Les Russes laissent toujours entrevoir qu'ils pourraient lâcher le régime et obtenir un scénario de transition politique. Mais à aucun moment, on a eu la certitude qu'ils étaient capables de le faire. Ça reste la grande inconnue. Randa Kassi, ça fait plusieurs fois qu'on s'interroge sur le fait de savoir si les rebelles aussi utilisent des armes chimiques. Est-ce que vous avez un avis ou des informations, ou au minimum des rumeurs, qu'on doit présenter comme telles, concernant cette situation? Je reste prudente, à vrai dire. Je sais que le régime, oui, c'est un régime tyrannique et capable de le faire, d'utiliser les armes chimiques contre la population syrienne, mais aussi, à vrai dire, dans l'autre sens, est-ce que c'est possible? Pas les rebelles, tout à fait, surtout les rebelles islamistes. J'ai eu quelques informations, mais je ne peux même pas dire est-ce que c'était des bonnes informations ou pas. J'ai eu des informations que les armes utilisées dans le quartier Cheikh Morsoud à Alep étaient utilisées par les rebelles islamistes. Mais je reste prudente. Voilà, c'est pour ça j'ai eu cette information. Je ne sais pas si elle est bonne ou fausse. Les deux de toute façon, sont capables de le faire. C'est ça ce que je peux dire. Nathalie Noguered, il se trouve que Carla Del Ponte, qui est la magistrate suisse, membre de la commission d'enquête des Nations Unies sur la Syrie, elle l'affirme que les rebelles utilisent aussi les armes chimiques. Est-ce que vous enquêtez sur cette question au monde? Alors, Carla Del Ponte a fait cette déclaration et ensuite la déclaration qu'elle avait faite a été démentie par la commission à laquelle elle appartient. Donc ça, c'est quand même un épisode assez confus. Il reste qu'elle l'a dit. Il reste qu'elle l'a dit et que ça a été Del Ponte, démenti par la même commission de l'ONU. Oui, donc, et ça n'a pas été un discours repris au niveau d'autres instances de l'ONU. Elle est dingue? Nous, ce que nos journalistes ont fait, c'est en étant du côté de la rébellion, parce qu'il est impossible de couvrir librement ce conflit en étant du côté des troupes gouvernementales. Il faut rappeler que le régime de Damas ne délivre que de manière très parcimonieuse des visas, et il n'est pas évident du tout de couvrir ce conflit. Donc on entre en Syrie clandestinement, on le fait du côté de la rébellion, et c'est du côté de la rébellion que des armes chimiques que des victimes d'armes chimiques ont été constatées. Néanmoins, je vous pose quand même la question. La question vous intéresse et vous trouvez qu'il y a matière, évidemment, à enquêter aussi. Tout nous intéresse, et si on est absolument disposé, évidemment, à enquêter sur tous les aspects. Et quand des crimes sont perpétrés par la rébellion, évidemment, on en fait état. Et il y en a. Sur la situation des livraisons d'armes et de l'utilisation éventuellement d'armes chimiques par la rébellion, c'est-à-dire par les gens qu'on serait amenés à soutenir. C'est tout à fait possible, malheureusement. Mais c'est une histoire un peu tragique que de voir une rébellion qui a commencé pacifiquement, la passivité des grands pays, et aujourd'hui on explique que c'est trop tard, quoi. La violence est partie trop loin, le régime est en train de gagner, et l'opposition s'est disloquée au profit des islamistes. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que les grands pays sont bras ballants, alors que les plus actifs sont les Iraniens d'un côté, les Saoudiens, les Qataris de l'autre. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'à l'occasion de cette guerre civile, à l'intérieur d'un pays, la Syrie, il y a derrière le conflit qui monte entre les deux mondes musulmans, les chiites d'un côté, les sunnites de l'autre. Cette guerre est aussi une guerre de religion? Cette guerre civile est aussi une guerre de religion? C'est une authentique guerre de religion, avec des moyens modernes, peut-être des armes de destruction massive. Ce que je dis, moi, depuis le début, c'est que ça ne peut pas nous laisser indifférents. Voilà. Et qu'il y a maintenant une hypothèse de négociation. Il n'est pas absurde de peser sur cette négociation en menaçant ou en prenant des initiatives, en ne laissant pas que les Qataris et les Saoudiens prendre l'initiative et donc dominer la rébellion et tuer dans l'œuf toute hypothèse de mouvement démocratique à l'intérieur de la future Syrie, ou alors on dit la Syrie appartient à la famille Al-Assad pour toujours, et à l'Iran, et puis on accepte que l'Iran devienne un pays du champ de bataille face à Israël et face aux pays arabes sunnites. Si vous négociez, vous négociez avec tout le monde, avec des Russes et des Iraniens notamment. Avec des Russes et des Iraniens, et là c'est une différence que j'ai avec
la diplomatie française. M. Fabius ne veut pas des Iraniens. Mais moi, je pense que cette conférence doit aussi inclure les pays du Golfe, qui sont ceux qui arment et qui payent la rébellion du côté des rebelles. Donc il faut une conférence régionale. Il faut qu'elle soit la plus ouverte possible, qu'on comprenne bien que dans cette affaire, ce que les spectateurs ne le savent peut-être pas, mais c'est nous, Français, avec les Anglais, qui avons créé ce Moyen-Orient-là en 1916. Ça s'appelait les accords Sykes-Picot. La Syrie est une création franco-anglaise, qui tombait du côté français, avec le Liban, tandis que la partie sud, l'Irak et les pays du Golfe tombaient sous influence britannique. C'est ça, et la Palestine. Et c'est bien sûr la Palestine. Et c'est ça qui est en train d'exploser sous nos yeux. Parce que les rapports de force dans la région ont changé, parce que le facteur religieux est dominant. Et encore une fois, j'entends bien d'abord notre opinion publique qui n'en veut pas d'intervention. Je ne suis pas aveugle, je suis un homme politique, donc je sais. Ce qui est facile pour un homme politique, c'est de s'inscrire dans la vague. Là, le peuple français, les peuples ne veulent pas, on ne fait pas. Ou de faire des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Oui, non, ce qui n'est pas mon cas. Mais le plus facile, dans une situation aussi épouvantable que celle-là, et Mme Cassis l'a dit, c'est épouvantable, c'est de dire on ne s'en mêle pas. Bien, on ne s'en mêle pas aujourd'hui, je dis que cette histoire va nous rattraper. Simplement, et donc, je pense qu'il n'est pas absurde que Français et Anglais, qui ont un peu d'histoire dans cette région, Américains, Russes, les nouvelles puissances de la région, les pays du Golfe, l'Iran, essayent de trouver une solution à cette affaire. Sinon, et le franchissement des armes chimiques, bien sûr qu'il n'y a pas de différence entre un mort chimique et un mort conventionnel, entre guillemets, mais le franchissement du seuil, la banalisation de l'utilisation des armes de destruction massive, dans une région où il y a des puissances nucléaires, où il y a des tonnes de gens qui ont envie d'aller en acheter des bombes atomiques au Pakistan, parce que c'est ça qui va se passer, croyez-moi, si on rentre dans ce monde-là, on va tous être très très malheureux. Donc je préférerais qu'on se prenne par la main et qu'on fasse quelque chose. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire recommencer l'Afghanistan ou la guerre d'Irak, ça veut dire, dans une situation aussi grave, en prendre la mesure, ne pas se contenter de dire c'est trop difficile, on ne peut pas, mais de regarder par quel bout on peut peser. Je crois qu'il faut travailler avec les Russes et non pas leur dire vous n'intéressez pas, ou les traiter de boucher. Traiter de boucher M. Poutine, c'est pas une solution. Mais moi, je suis pas un diplomate. Non, mais d'accord, mais moi j'essaye de trouver des solutions, et donc moi je crois que l'un des problèmes que nous avons, vous donne la parole. c'est que précisément on n'a pas beaucoup parlé aux Russes, alors que les Russes sont partie prenante, là aussi pour des raisons historiques, comme le disait Mme Nougaret. Moi je pense aussi qu'ils doivent participer, comme les Iraniens, je suis d'accord avec vous. Les Iraniens doivent en être, et il faut qu'on ait au moins le levier d'une action soit sur les ventes d'armes, soit sur l'interdiction aérienne. Il faut que les Turcs fassent partie de cette négociation parce que eux peuvent naturellement servir de base à un couloir humanitaire en direction des populations syriennes. Ouais, il faut vraiment que la communauté internationale, ou ce qu'il en reste, se mobilise. Sinon, je vous dis, ça aura un très mauvais fumet de mauvaise guerre d'Espagne quand ça va dégénérer. On a parlé de guerre de religion. J'ai vu que nos téléspectateurs réagissaient par le biais des tweets. Et je voudrais savoir si c'est un thème qui vous semble... voilà, est-ce qu'on se fait peur avec des mots qui sont faits pour se faire peur, ou est-ce que ça correspond à une réalité d'affrontement objectif aujourd'hui entre le monde sunnite et le monde chiite? Quand vous allez au sanctuaire de Kerbala en Irak, vous allez comprendre ce que c'est que le chiisme. Et inverse, la Mecque, on est au cœur de quelque chose de très très important, de très fondamental dans l'histoire de l'islam, bien sûr. Randa Cassis, vous êtes d'accord avec cette analyse sur la guerre religieuse? C'est vrai, il y a un conflit entre les sunnites. De toute façon, ça s'est transformé en conflit entre sunnites et chiites, mais il faut juste rappeler que les alaouites ne sont pas des chiites. Ce sont des Iraniens. Les alaouites n'ont rien à voir. Ne sont même pas, avant, c'était même pas considéré comme des musulmans. C'est une religion à part. Alors voilà, est-ce que ce que les alaouites, ce que les alaouites disent. Voilà, alors la religion alaouite. On débat aussi pour dire qu'ils se sont rapprochés en gros du schisme, mais je ne rentre pas là-dedans. Aujourd'hui, pardonnez-moi, je rappelle que les alaouites sont au pouvoir en Syrie pour que nos téléspectateurs puissent. Une majorité sunnite qui a été opprimée. Avec ce conflit-là, ils ne revendiquent plus qu'ils sont musulmans. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les alaouites, ils veulent une autonomie, ils veulent une garantie qu'ils peuvent et qu'ils pourront exister et qu'ils pourront quand même avoir leur pratique à eux dans ce terrain-là, dans le terrain où ils sont.
Mais est-ce qu'il y a une place pour les laïcs, 1, dans la rébellion, 2, dans la Syrie de demain? Parce qu'elle finira bien par exister, cette Syrie de demain. Est-ce que là, on est totalement hors sol quand je vous pose cette question. À vrai dire, on peut... Monsieur Lelouch a parlé de la Syrie actuelle qui a été inventée par Sykes-Picot et l'invention de Liban en 1920 par Général Gouraud. Mais il faut dire qu'avant, la Syrie a existé, c'est-à-dire, mais en plusieurs États. C'est ça, c'est juste... En plusieurs États. Il y avait des États. De toute façon, ça a toujours existé. En État, la Syrie était même en 6 États, plusieurs États. Voilà, il y avait des Druzes, des Alaouites. Les Kurdes existent toujours. Ils habitent de toute façon la zone nord-est. Plus il y a bien sûr les laïcs sunnites. Alors comment faire avec la Syrie aujourd'hui et pour donner la garantie à toutes les minorités? À vrai dire, on ne peut pas avoir un État central. On ne peut plus avoir un État central. Si nous voulons vraiment faire chuter Assad et nous voulons affaiblir l'appareil de sécurité centrale, il faut travailler sur un projet de décentralisation. Ça veut dire d'abord, donner la garantie à ces minorités qui font, je vais rappeler aussi, parce que quand on parle de minorités, nous croyons toujours qu'ils sont juste peu, il y a une fourchette entre 35 et 45% de la population syrienne. On peut redécouper, je travaille avec les Kurdes, sur un redécoupage de la Syrie en 6 régions, en laissant 2 régions, Damas et Alep, comme région mixte. Je vous fais remarquer aux uns et aux autres, et ça n'est pas du tout une façon de se mettre la tête dans le sol, que on est en train de parler de diplomatie, découpage, moyens de pression, au moment où les informations principales, elles consistent à nous dire qu'il y a tous les jours des morts dans des conditions épouvantables et que la population est victime notamment d'un dictateur qui en partie... je ne sais pas si la perdu raison, mais pardon. Crime contre l'humanité constaté par l'ONU. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça provoque en vous comme réaction? Hubert Védrine. C'est directement lié. Imaginons qu'il y ait une coalition de rebelles et d'opposants qui soient vraiment unis et qui aient des vrais chefs incontestés et qui aient parlé comme ça, comme on vient d'entendre madame il y a quelques minutes, sur l'avenir de la Syrie. On peut penser qu'une grande partie des minorités en Syrie, à condition que cette coalition soit capable de donner des garanties, par exemple aux Alaouites qui ne vont pas se faire massacrer quand le régime sera tombé, par exemple. Bon, prévention du génocide. Si ça avait été entendu comme ça, je pense que ça modifiait le rapport de force dans cette affaire. Et qu'on ne serait pas en train de se demander, plus de 2 ans après, plus de 100 000 morts après, etc., quelle est la dimension militaire. Donc c'est parfaitement lié. Sur le terrain, c'est le chaos en ce moment. Non mais c'est lié tout ça. C'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'option politique qui se soit imposée depuis le début, que la situation stagne et que le régime tient bon. Mais je voulais ajouter un mot sur 2 choses. D'abord, je voudrais revenir sur l'Iran après, si vous êtes d'accord, en 1 minute. Mais avant, guerre de religion. C'est le roi de Jordanie, il y a quelques années, qui disait qu'il y a un problème qui est le développement d'une sorte d'arc chiite. Oui. Quand on va en Arabie ou dans certains des Émirats, ils sont obsédés par une sorte d'encerclement chiite, même si les Alaouites ne sont pas chiites. Bon, ils le voient comme le pays relais de l'Iran vers le Hezbollah, etc. Donc ils disent il y a l'Iran, il y a le régime d'Assad, il y a le Hezbollah, le Yémen, un peu chiite à sa façon. Bon, l'Irak maintenant, grâce à la guerre de Bush de 2003. Bon, donc il y a une sorte d'encerclement. Donc oui, ça a pris cette dimension-là, parce que les problèmes n'ont pas été réglés avant dans des conditions normales. C'est un peu comme entre Israéliens et Palestiniens, une sorte de dégénérescence extrémiste ou religieuse ou identitaire, parce que ça n'a pas été réglé avant. Donc oui, c'est une dimension, c'est pas la seule. Je ne pense pas que ce soit le fait déclenchant. Mais enfin, ça envenime tout, quoi. C'est une sorte d'abcès. Et sur l'Iran, je voulais simplement ajouter mon commentaire pour dire que j'approuve ceux qui ont dit que l'Iran devait participer, parce qu'une conférence internationale, c'est pas une distribution des prix, c'est pas un rassemblement d'amis, de copains. La diplomatie a été inventée pour traiter avec des monstres. On se met autour de la table. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut ne pas, a priori, je ne dis pas qu'il faut les mettre d'une façon un peu niaise, comme ça, sans savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas écarter a priori l'intérêt qu'il y aurait à les impliquer, à un moment ou à un autre. Maintenant, je n'ai pas toutes les données d'aujourd'hui, l'autre négociation nucléaire, pour savoir quand et comment. Je rappelle que les Iraniens vont voter. Mais ne pas se l'interdire. Juste un mot sur cette histoire. Je donne la parole à Nathalie Noguera.
Pour rebondir sur l'Iran, je pense que ce point-là est vraiment central. Pierre Lelouch a évoqué le jeu de l'Iran en Syrie. Hubert Védrine parle d'un rôle pour l'Iran dans une solution diplomatique si elle devait se profiler. Je pense que ça... Les obliger. Il faut avoir à l'esprit que toute cette crise syrienne s'inscrit aussi après des années dans un contexte où on est depuis des années confronté au fameux problème nucléaire aussi de l'Iran, qui est l'autre grande crise internationale au Moyen-Orient, et que d'où la difficulté d'inscrire l'Iran que les Occidentaux, avec des résolutions de l'ONU, ont mis sous pression, sous sanctions, etc., en raison de son programme nucléaire, programme d'armes de destruction massive. Et donc, comment articuler ces deux dossiers et surtout un Iran qui, effectivement, entre dans une nouvelle séquence politique, avec beaucoup de points d'interrogation. Sur la question de la dimension confessionnelle, c'est vrai, Rhonda, ce que vous dites, c'est-à-dire que les événements en Syrie ont pris cette dimension, mais au début, sauf erreur, en mars 2011, quand le soulèvement commence contre le régime, il n'y a aucun slogan d'ordre confessionnel. Ce sont des Syriens qui se soulèvent contre un régime dictatorial qui est en place depuis des décennies et qui le font dans le sillage de ce qu'ont fait au début les Tunisiens et ensuite les Égyptiens. Nathalie Nogueret, quelle est la place des laïcs aujourd'hui sur le terrain? Que reste-t-il des laïcs? Ça, l'avenir le dira, et il est évident que la prolongation de cette guerre, toute guerre favorise les extrêmes, toute guerre favorise les radicaux, de quelque camp que ce soit. Pierre Lelouch. Oui. Sur cette affaire religieuse entre sunnites et chiites, je crois qu'il y a là un point clé complètement nouveau par rapport à la grille de lecture traditionnelle que nous avions du Proche-Orient depuis, sous la guerre froide et depuis 50 ans. On voyait le Proche-Orient dominé par le prisme israélo-arabe. C'est-à-dire qu'il y avait un autre conflit qui était à la fois national et religieux, c'était... Il ne faut pas dire que ça n'existe pas non plus. Hein. Non. Loin de moi l'idée, pour connaître un tout petit peu la région, loin de moi l'idée de dire que c'est réglé ou que ça n'existe pas. Ce qui est nouveau, c'est que se surajoute à ce conflit israélo-arabe une dimension nouvelle qui est très intéressante, qui est beaucoup due d'ailleurs à l'irruption de l'Iran dans ce dossier. L'Iran, en se rapprochant de la Syrie, du Hezbollah, s'est mis en état du front contre Israël, ce qui a amené la Turquie, grand État sunnite, à intervenir elle aussi dans cette affaire. Et donc on est en train de voir que le Moyen-Orient a plusieurs grilles de lecture et que dans les années qui viennent, il faut craindre que cet affrontement entre chiites et sunnites soit une des clés de l'avenir de notre région, de notre sécurité. Sur cette affaire nucléaire, il faut bien comprendre que, vu du monde arabe... Notre sécurité, nous en France aussi. Nous, en Français, bien sûr, Européens. Tout ça se passe à 3-4 000 km de chez nous. C'est à portée de missile, si j'ose dire. Quand vous pensez que l'Iran est tout proche de la bombe atomique, vous croyez que les puissances sunnites, musulmanes, je ne parle pas d'Israël, qui menacent d'intervenir, je parle des autres auxquels j'ai parlé, les chefs d'État de Turquie, du monde arabe, du Golfe. Vous croyez que ces pays arabes sunnites vont rester les bras croisés si l'Iran a la bombe atomique? Nous irons vers une nucléarisation extrêmement rapide parce qu'il y a un grand pays musulman qui a beaucoup de bombes atomiques, qui n'a pas d'argent, il y a plein de gens dans le Golfe qui ont beaucoup d'argent. Donc ce qui va se passer, c'est une prolifération... Vous parlez du Pakistan? Bien sûr. Le Pakistan a beaucoup de bombes atomiques et pas d'argent. Il y a plein de gens qui ont financé ces programmes, depuis l'Arabie Saoudite notamment, et qui, le jour venu, demanderont à être payés. Et donc, on risque d'avoir une course aux armements nucléaires entre sunnites et chiites dans les années qui viennent, qui va avoir des conséquences directes sur notre sécurité. Voilà ce qui se joue dans cette région. Vous décrivez là cauchemardesque, hein, quand même. Mais non, c'est pas un cauchemar, c'est juste la réalité. Alors, on peut choisir de ne pas la regarder en face. C'est dans cette perspective-là que je parle tout à l'heure de conférences internationales, de mesures de levée d'embargo. On va y venir. Voilà. Sur la conflagration régionale, puisqu'on tourne tous autour depuis un moment quand même, deux questions. D'abord, Ronnie Broman, je ramène Israël, qui a déjà bombardé des convois d'armes. Son principal ennemi, le Hezbollah, est engagé aux côtés d'Assad. Est-ce que vous pensez que l'État hébreu peut raisonnablement échapper à ce conflit que nous sommes en train de décrire ce soir? Il est frontalier et en plus, il occupe une partie de la Syrie. Je rappelle que les troupes israéliennes sont toujours sur le Golan, que jusqu'à preuve du contraire, le Golan n'est pas un territoire israélien, sauf pour les Israéliens. Donc, d'une certaine manière, il y a une application de voisinage, d'acteurs locaux, et bien évidemment, les risques de débordement, par des voies d'ailleurs que je suis incapable de décrire, mais les risques de débordement sont là, comme ils sont présents ailleurs.
Mais je voudrais dire un mot sur ce que vient de nous dire Pierre Lelouch avec son tableau apocalyptique. Il faut tout de même se souvenir que c'est nous les Occidentaux, nous en particulier les Français, avec les Américains, qui avons commencé à proposer aux Iraniens de se doter de l'arme nucléaire. De l'arme, non. D'énergie. Du nucléaire. Oui. Et de l'arme, non. Quand même, le petite différence quand même. L'arme ne vient pas avec le nucléaire? C'était quand Non. même largement Non, il y a même un engagé. traité qui s'appelle le traité de non-prolifération qui est supposé séparer les applications civiles des applications Oui, militaires. ce qui est censé. Alors on laisse terminer Ronnie Broman et puis je vois que ça inspire aussi Nathalie Nogaret. Nous avons introduit le processus de nucléarisation de l'Iran dans les années 70. Ça a causé d'ailleurs beaucoup de problèmes. Mais en Égypte aussi, on a aussi vendu des réacteurs de recherche ailleurs. Ça a provoqué un certain nombre d'attentats quand ce contrat a été interrompu pendant les années 80. Donc c'est une histoire qui est encore très vive, qui est encore très présente. Et il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de pays, et l'Iran ayant été attaqué à plusieurs reprises avec soit à l'initiative, soit avec le soutien des pays occidentaux. Lorsque Saddam Hussein gazait les Kurdes, il était notre ami. L'arme chimique ne posait pas les problèmes qu'elle semble poser aujourd'hui, puisqu'elle était utilisée par un allié face à la menace de la déferlante verte qui semblait venir d'Iran. Donc nous avons activement contribué. Il ne s'agit pas de faire pénitence ici. Il s'agit d'essayer de voir la réalité d'un autre point de vue que celui que nous pouvons tous adopter ici, à partir de Paris, mais également donc à partir du point de vue iranien. La seule façon que les Iraniens semblent trouver de sanctuariser leur territoire, c'est de brandir une sorte de menace nucléaire, d'arriver vers une sorte de seuil. Je pense que la réponse à cela, c'est ni l'attaque de l'Iran, ni l'adhésion aux thèses les plus extrémistes des Israéliens, c'est d'engager un processus de décélération nucléaire et de lutter contre la prolifération. C'est un échelon beaucoup plus global que l'apocalypse nucléaire pourrait être abordé, et pas de façon punitive et sélective. Pardon, ne soyons pas dans la caricature. Il y a des dizaines de milliers de... Non, mais c'est pas directement à vous que je parle, c'est en général à ceux qui défendent cette option. Les dizaines de milliers de tonnes d'armements chimiques qui existent au monde, elles sont détenues par un certain nombre de puissances, dont la France. Non, nous avons éliminé, nous, les armements. Ça, écoutez, j'en suis pas... Ça, c'est pas... Monsieur Védrine, c'est une affaire bipartisane chez nous. Oui, non, mais on a supprimé supprimé ça. Mais que ce soit bien... Moi, je ne suis pas partisan, en l'occurrence. Je suis un individu qui essaye de raisonner en termes politiques et de voir cette réalité d'un autre point de vue. Donc la question aussi bien de l'emploi des armes de terreur, plus que de destruction massive, car le chimique, à ma connaissance, n'est pas une arme de destruction massive, mais plutôt une arme de... Je sais pas ce qu'on a détruit massivement avec du chimique. Par contre, on a terrorisé, ça c'est sûr. En revanche, il y a les armes de destruction massive, qui sont le nucléaire. Je pense que tout ça doit être aussi l'objet d'un débat, ce qui en France est absolument interdit. Le tabou sur le nucléaire est total. Et je crois qu'au moins l'une des retombées de ce conflit pourrait être de soulever un certain nombre de questions d'ordre stratégique en France. Qu'est-ce que nous attendons d'une armée? Qu'est-ce que nous attendons d'une politique de sécurité? Nathalie Nogaret et ensuite Hubert Védrine. Juste un mot à propos du dossier nucléaire iranien qui pour moi, s'imbrique dans tout ce tableau régional et qui inclut le drame syrien, évidemment. Je crois que le dossier nucléaire iranien, il faut le regarder du point de vue de l'ONU. Je crois qu'on est tous d'accord que l'ONU est encore une organisation à laquelle on tient. Et l'ONU a demandé à l'Iran de faire un certain nombre de gestes de transparence auxquels l'Iran ne se conforme pas. Et donc c'est ça qui sème le doute sur les intentions de l'Iran. Et l'Iran a signé un traité qu'il est tenu de respecter. D'autres États dans la région qui pourraient aussi faire des gestes. Qui n'ont pas signé le même traité. En tout cas, un État, si vous parlez d'Israël, qui n'a pas signé ce traité. Mais si on regarde le droit international, on en est là. Et je pense qu'Obama, de même que sur le dossier nucléaire iranien, il va vouloir pousser la diplomatie, on le sait, et c'est peut-être l'option la plus raisonnable. On peut souhaiter évidemment que la diplomatie aboutisse. Il va vouloir pousser la diplomatie le plus loin possible. Il a besoin des Russes pour cela. Et je pense qu'en miroir, sur l'affaire syrienne, et peut-être en exerçant des leviers de pression, en brandissant, peut-être en mettant en œuvre des livraisons d'armes, ça accompagne la diplomatie aussi. Il va essayer aussi de jouer la carte diplomatique sur la Syrie. Mais c'est un énorme pari et très incertain encore. Hubert Védrine. Et ensuite, on tourne une nouvelle page. C'est sur l'Iran. Il y a bien des façons d'expliquer la situation, soit en partant du point de vue occidental, soit du point de vue iranien. Après tout, par exemple, les Iraniens de Californie sont pour le fait que l'Iran ait l'arme nucléaire, parce qu'il n'y a pas de raison que l'Iran soit le seul pays de la région qui ne l'ait pas, par exemple. Ils ne sont pas très contents que ce soit ce régime-là qui l'ait, mais enfin bon. Ce que je crois, c'est que la politique occidentale, et d'abord américaine,
envers l'Iran depuis 1979 est mauvaise, parce qu'elle échoue. Elle n'atteint pas ses objectifs. Même depuis Mossadegh. Et d'ailleurs, il y a une responsabilité sans doute américaine sur ce qui est devenu le régime du Shah d'Iran à la fin, avec la Savak, etc. Donc, moi, je n'exclus pas complètement qu'un jour, les États-Unis, retrouvant la force de la vraie réelle politique au bon sens du terme, donc s'écartant de l'irréel politique dans lequel nous baignons en général, soient capables de concevoir ce que Kissinger avait été capable de concevoir avec la Chine, à un moment donné où la Chine de Mao était vraiment déjà nucléaire pour de vrai, était déjà menaçante avec des propos extravagants par rapport à l'Occident qui valent bien ceux de l'Ahmadinejad sortant sur Israël. Bon. Et alors évidemment, ils n'en sont pas capables aujourd'hui, mais moi j'ai l'intuition qu'à un moment donné, il peut se passer quelque chose entre les États-Unis et l'Iran, qui est un futur pays émergent, quand il sera débarrassé de ce régime. D'ailleurs, sous ce régime, sous la chape de plomb de ce régime insupportable, il y a une société qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus avancée, y compris pour les femmes, que celle de la plupart des pays de la région. Si vous voulez nous dire que l'Iran c'est bien sans les mollahs, non, c'est pas que ça. C'est pas que ça, parce que je pense que les États-Unis, s'ils avaient l'audace de réfléchir à ça, pourraient peut-être, tout en s'appuyant sur les traités, sur ce qu'on dit dans le cadre de l'ONU, etc., créer une situation qui bouleverserait la donne. Évidemment, ça dépend un peu des Iraniens. Il y a un régime infernal, ce sont les extrémistes qui l'emportent, il y a un jeu imbécile du système iranien. Mais moi, je n'exclus pas complètement quelque chose qui nous sortirait de cette espèce d'impasse dans laquelle on est sans fin et des sanctions de plus en plus. On a évoqué Israël. Je voudrais vous poser une question concrète, parce que les Israéliens sous-entendent qu'ils pourraient... C'est mon côté utopiste, oui. Il existe aussi, pardonnez-moi. Ma question de sanctions contre l'Iran que ta politique utopiste. Non, ça en fait partie. Parce qu'on se sert politiquement. Les sanctions sont en train de payer. Non, je n'ai pas dissocié la place d'eux. Ça devrait permettre peut-être. Juste, je voudrais rappeler que les Israéliens ont sous-entendu qu'ils pourraient bombarder les sites de stockage d'armes chimiques. Ça arrangerait les Occidentaux qui s'en chargent? Je crois que techniquement, c'est très compliqué. Indépendamment du fait qu'ils ne peuvent pas le faire? Non, je crois que c'est très compliqué de bombarder des sites d'armes chimiques sans que ce soit dangereux, c'est ça que je veux dire. Ah, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il est question, quand c'est envisagé par certaines armées, certains services, de neutraliser plutôt que de bombarder. Donc c'est compliqué. En revanche, les Israéliens ont bombardé des installations nucléaires. Nucléaires, oui. Oui, en 2007. Livrées par les Nord-Coréens avec l'aide des Iraniens. Et qui n'étaient pas en état de marche. Donc ils ont bombardé une usine en construction. Un réacteur en construction. Mais bombarder un site d'armes chimiques, où peut-être ça répand l'arme chimique, c'est très dangereux. Ça dépend. Si l'arme chimique elle est composée ou si les composants sont séparés. Dépend. Et ça, on n'en sait rien. Comment peut-on avoir des points de vue aussi divergents sur la dangerosité ou non de la bombe iranienne? Je termine. Et par ailleurs, sur le fait qu'on puisse laisser ou non l'Iran y accéder. Moi, si vous voulez, quand Hubert Védrine nous rappelle qu'en Californie, aujourd'hui, il y a des Iraniens, et c'est pas uniquement parce qu'ils sont Iraniens, qui sont très favorables et qui disent qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne participent pas eux aussi à l'équilibre, si je puis dire, de la terreur. Et vous nous rappelez régulièrement que c'est un danger épouvantable, ce qui doit être un sentiment assez répandu en France. Il a raison, parce qu'il y a chez les Iraniens, qu'ils soient ou pas proches des Mollahs, il y a un grand sentiment de fierté nationale, parce que l'Iran, c'est la Perse. Oui. La Perse, c'est pas le monde arabe, au contraire. C'est plus gaulliste qu'ayatolesque. Bien entendu. Il faut se rappeler que le programme nucléaire iranien, M. Calvi, il n'a pas été lancé par les ayatollahs, il a été lancé par le Shah d'Iran, au début des années 70. Donc il y a une grande continuité en vérité dans cette affaire. Est-ce que l'Iran avec une bombe atomique est une bonne nouvelle? Si avec l'Iran et Israël, limite, why not? Le problème, c'est que vous allez avoir une nucléarisation de toute la région très rapidement. Et plus vous avez d'acteurs dans ce système, moins il y a de stabilité. Donc le problème n'est pas l'Iran, le problème est la prolifération. Mais nous sommes d'accord, M. Bourman, le problème c'est la prolifération. Je n'ai pas essayé de dire qu'il y a de bonnes armes atomiques et de mauvaises. Il y a des pays... La personne qui le détient est quand même importante. Voilà, exactement, M. Calvi. Mais je dis la même chose que vous. Il vaut mieux avoir un système démocratique avec des contre-pouvoirs que des systèmes dictatoriaux. C'est ce que nous disons, évidemment. Et donc si, effectivement, dans un monde idéal, un jour, le régime iranien devait évoluer, je n'en doute pas, d'ici une génération ou deux, peut-être qu'on regardera les choses d'une autre façon. Aujourd'hui, c'est une très mauvaise affaire. Qu'est-ce qui peut le placer dans des contradictions telles qu'il soit obligé d'évoluer? Il faudrait une politique américaine beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus à la fois dure et subtile, sournoise et efficace, tout un mélange. Oui. Enfin, il nous reste un quart d'heure d'émission. Il faut qu'on parle de la situation de la France, notamment avec les djihadistes, de l'éventuelle conférence de prêt et quand même du rôle des
des Russes et des Américains qu'on n'a peut-être pas encore assez abordé. Vous vouliez Non, je intervenir? voulais juste ajouter à propos d'Israël et de la notion de ligne rouge. On a vu qu'Israël, non seulement avait bombardé la Syrie en 2007, quand elle commençait à se doter d'un réacteur nucléaire, mais plus récemment, il y a quelques semaines, les Israéliens ont procédé à 2 raids, sans d'ailleurs apparemment pénétrer à l'intérieur avec leurs avions de l'espace aérien syrien, et de manière assez précise, ont détruit, dans un cas au moins, un début de convoi d'armes qui auraient été transférées au Hezbollah en provenance de l'Iran. Et ce qu'il y a de frappant dans cette action-là, c'est qu'évidemment tout le monde s'est posé la question de l'extension du conflit et d'une possible entrée en guerre d'Israël en Syrie, mais c'est que les Israéliens ont envoyé le message que eux, leur ligne rouge, ils les protégeaient, ils les défendaient. Et leur ligne rouge, clairement, c'était le transfert d'armes au Hezbollah et aussi l'affaire des armes chimiques. C'est-à-dire que si des armes chimiques sont mises en circulation, tombent entre des mains qui ne seraient pas... Voilà, que Généralement, quand les Israéliens disent une ligne rouge, ce n'est pas de la rhétorique. Voilà, ils ont fait cette démonstration et le message est bien passé, en tout cas à l'échelle régionale. Elle a été repoussée, mais on continue de parler de conférence de paix à Genève. Est-ce qu'il y a une chance que ça aboutisse? Est-ce que vous trouvez nécessaire que ça ait lieu, Randa Kassis? Comme je l'ai dit il y a quelques instants, que je ne crois pas à une solution politique à court terme, à vrai dire. Ça a été repoussé, d'ailleurs, la conférence, normalement, était prévue pour le 30 mai. Ça a été repoussé encore pour le 12 juin. Aujourd'hui, nous parlons juillet. Et après, comme j'ai dit, avec les avancées de façon de régime, plus l'opposition, la coalition, bien sûr, ne veut pas entamer ces négociations-là. Ce qu'ils veulent, ce sont juste l'armement. Alors, je ne sais pas comment on peut arriver à aboutir, à vrai dire, avec une seule coalition, un seul interlocuteur, et le régime le mois prochain. Moi, je crois vraiment que nous pourrons réussir à aboutir cette conférence avec plusieurs groupes de forces d'opposition en Syrie. C'est ça ce qu'il fallait. Je crois que la grosse erreur, c'était de reconnaître cette coalition, parce que cette coalition ne peut pas représenter les minorités. Je reviens aux minorités. Quand on dit il faut bien parler à quelqu'un, Randa Kassis, quand on dit il faut bien parler à quelqu'un. Oui, mais pourquoi pas? Parce que aucune force d'opposition pourrait de toute façon représenter toutes les composantes en Syrie. C'est impossible. Même les personnes qui sont dans cette coalition et qui appartiennent à ces communautés-là ne peuvent pas parler au nom de leur communauté. Ils ne pèsent d'abord, ils ne pèsent rien. Deuxièmement, ne parlent même pas des intérêts de leur communauté. Même les Alaouites qui sont dans cette coalition ne parlent même pas des intérêts d'Alaouites. Alors comment on peut les prendre? Comment ils peuvent être crédibles aux yeux de leur communauté à eux? C'est ça ce que je veux dire. Il y a des gens qui combattent, ils peuvent être autour de la table. Mais les Kurdes, même les Kurdes, ils sont même pas représentés. La vraie, nous parlons des forces, les 2 vraies forces en Syrie, il faut le dire. Il faut être réaliste. Ce sont les Kurdes et les Alaouites, et c'est tout. Et après, il n'y a que des rebelles, des groupes qui sont par-ci, par-là. Les groupes laïques, les brigades laïques ne pèsent rien pour une seule raison aussi, qu'ils n'ont pas de finances. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nombreux. Au contraire, il y en a pas mal de brigades laïques en Syrie. Mais le problème, c'est que ni Qatar, ni l'Arabie Saoudite ne financent ces brigades-là laïques. Ils n'ont ni munitions. Je suis en contact. Donc il faut que ce soit l'Amérique, la France ou la Grande-Bretagne qui les soutiennent? Mais ils ne peuvent pas, parce que le problème, c'est très difficile, même c'est impossible de contrôler la distribution d'armes en Syrie. Comment on va contrôler cette distribution? Juste, donnez-moi juste comment... C'est ça ce que j'aimerais bien savoir. Comment peut-on contrôler ces armes, ces distributions d'armes? Il y a une vraie crainte. C'est vrai que les groupes islamistes ne sont pas si nombreux, mais ils sont les plus structurés, ils sont les plus financés, ils sont les plus organisés. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire pareil que le Qatar ou l'Arabie Saoudite, mais en visant des groupes laïques. Bonne question. Bonne question. Et parce que le Qatar et l'Arabie ne craignent pas... Répondez, puisque c'est une bonne question. Généralement, quand on dit ça, c'est qu'on a un avis. Depuis le début, M. Calvi, je dis qu'il faut que nous fassions cette option, que je soutenais la levée par les Européens de l'embargo sur les armes. Si on ne veut pas que l'opposition syrienne soit uniquement entre les mains
des mollahs envoyés par les Iraniens Il y a une autre ou explication. par les Allez-y. Saoudiens Le ou par Qatar les et Qataris. l'Arabie Hubert Védrine. ne craignent pas que les armes qu'ils donneraient à des groupes islamistes finissent entre les mains des groupes laïcs. Ça les inquiète pas. Donc ça, Donc c'est pas du tout symétrique. Oui, c'est pas symétrique, non. Comme Et inquiétude. puis en situation de violence, Nathalie Nogueret le rappelait tout à l'heure, mais ça me semble être quelque chose d'absolument fondamental pour penser toute situation de conflit. La parole, l'avantage est toujours donné aux radicaux. Et plus on est radicaux, plus on profite de la violence. Et plus il y a de violence, plus il y a de radicaux qui sont engagés. Et ça, c'est un calcul que les Qataris et les Saoudiens, à mon avis, ont fait à juste titre. Un dernier mot là-dessus, Nathalie Nogueret. C'est vrai, et c'est vrai aussi que pour parvenir à une solution négociée qui implique donc une conférence diplomatique impliquant des acteurs régionaux, des acteurs syriens, des acteurs occidentaux, il faut clairement que le rapport de force, c'est mon analyse, soit modifié sur le terrain. On n'obtiendra pas du régime de Bachar al-Assad qu'il vienne avec un minimum de pragmatisme, je ne parle même pas de sincérité, à la table des négociations, s'il se sent capable de continuer d'être à l'offensive, comme c'est le cas actuellement. Et aujourd'hui, il est à l'offensive, et il a montré qu'avec l'emploi d'armes chimiques notamment, il pouvait emboutir toutes les lignes, toutes les vagues lignes qui étaient tracées devant lui. Moi, je crois qu'il faut donner ses chances à ce processus, y compris peut-être parce que vous dites. Bah oui. On ne peut pas terminer cette émission, Hubert Védrine, sans aborder même rapidement la question des djihadistes et des menaces pour la France sur son territoire. La Syrie serait aujourd'hui la première destination des Français combattant pour le djihad. On a appris aujourd'hui la mort d'un jeune Belge dans les rangs islamistes et on parle de 600 Européens dans les combats. Commentaire, Pierre Lelouch, réaction. Ça, c'est un sujet qui me soucie beaucoup. D'ailleurs, je m'en suis entretenu avec d'autres collègues, avec les juges antiterroristes. On a un vrai problème, à la fois politique et juridique. Il est très très compliqué aujourd'hui. Le droit français permet à quiconque de prendre l'avion, d'aller en Turquie en vacances et puis de prendre un bus et d'aller à la frontière syrienne. Rien n'interdit aujourd'hui à un citoyen français d'aller prendre un fusil et d'aller faire le coup de feu quelque part au monde. Surtout si c'est la guerre d'Espagne. Surtout si c'est la guerre d'Espagne et surtout si... Mais non, mais c'est pas la pour guerre ça que je dis d'Espagne, qu'il y a à la Hitler. fois un problème politique, M. Broman, et juridique. On a des déclarations, pas seulement de ma modeste personne, mais du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, disant si cette guerre est infâme, il faut prendre des mesures, etc. Donc nous avons, par ailleurs, des jeunes Français, Belges, Anglais, Allemands, qui sont musulmans et qui vont faire le coup de feu. Certains d'entre eux sont blessés ou tués, d'autres reviennent, ils savent manier les armes, ils savent manier les explosifs, et parfois, ça peut donner des choses assez affreuses, comme on a vu à Boston, en Angleterre ou en France. Alors, comment on fait sur le plan juridique? Aujourd'hui, le seul texte dont on dispose, c'est un article 450 du Code pénal, qui est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Mais ça, c'est ex post, et c'est compliqué. A posteriori. Voilà, c'est a posteriori. Vous ne pouvez pas empêcher un jeune en lui disant « Attention, vous êtes un terroriste en puissance », ça n'existe pas. Donc, moi, je réfléchis à quelque chose là-dessus. Je pense que... je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Calvi, mais il me semble que dans une démocratie, l'emploi de la force, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à l'État. Il est interdit d'utiliser la force à titre privé. Si un citoyen français ou européen décide, parce que son cœur, et je peux comprendre qu'il soit émotionnellement lié à un conflit, de s'engager, alors il y a l'humanitaire, par exemple. Il y a de s'engager dans une cause humanitaire. Ou bien de s'engager dans la Légion étrangère ou dans le 2e REP pour aller éventuellement participer à une action de l'ONU, de la France, dans le cadre de l'ONU. Moi, je réfléchis, je ne sais pas si ce sera très populaire, à un texte qui ferait que les citoyens français, quels qu'ils soient, n'ont pas le droit d'aller faire la guerre à titre privé à l'extérieur. Et que donc, je pense que ce serait là un frein, en tout cas, une espèce, là encore, de ligne jaune ou de ligne rouge qui dirait aux citoyens français, attention, si vous voulez vous engager dans une cause internationale qui vous tient à cœur, choisissez l'humanitaire ou rejoignez l'armée française, mais ne partez pas faire la guerre pour le compte de milices que nous ne connaissons pas. Comment on peut vérifier ça? Tous ceux qui sont allés à l'époque, on les soutenait, pardonnez-moi, soutenir notamment les Afghans contre les Soviétiques à l'époque, dans l'Afghanistan des années 80. Ils les soutenaient vous pas les auriez foutus au militairement. trou? Ils ne les soutenaient pas militairement. Ils les soutenaient de Mohamed façon... Merah, il prétendait faire du tourisme. Non mais Eh ben oui, ça c'était justement le moyen d'empêcher M. Merah d'aller au Pakistan. Vous avez un avis là-dessus?
Je pense que Pierre Lelouch a beaucoup de mérite d'essayer de trouver un langage. Il faut trouver quelque chose. Qui peut-être réduirait une partie de ses départs, peut-être. Voilà, il faut Mais trouver vous quelque inquiète, chose. ces départs, ces jeunes Français qui vont combattre et qui reviendront, pour certains d'entre eux. C'est pas entièrement nouveau, hein. Il y a eu d'autres Non. qui sont engagés dans aussi d'autres des conflits. expériences parfois rudes quand même. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on apprenait qu'un jeune avait été abattu par une brigade Al-Nusra pour avoir manifesté son absence de foi. Ils vont être aussi confrontés à des situations qui vont peut-être pas les enthousiasmer. Donc ça peut avoir aussi des Ce que effets. j'essaie de dire, c'est qu'en ce moment, il y a sans doute un problème. nous sommes désarmés face à ce phénomène et qu'il n'est pas complètement absurde de réfléchir à quelque chose qui, sans être liberticide, sans ôter le droit d'un jeune de s'engager, lui dirait, bon, tu t'engages, mais pas avec des armes. Et si tu veux des armes, tu vas dans l'armée française ou tu t'engages dans les forces de l'ONU. Enfin, il y a quand même un problème à souhaiter envoyer des armes dans un pays et à pénaliser l'engagement physique. Mais ça devient la Mais je décision comprends d'un le État problème. souverain. Il y a quand même une contradiction. Oui, peut-être, mais c'est la différence entre un État souverain et puis la décision individuelle de prendre des armes. Vous êtes soucieux de ces jeunes Français qui vont combattre en Syrie et qui peuvent revenir demain ici, Oui. en ayant appris le terrorisme pour le coup et le combat? Tout à fait. Bien sûr, il y a un vrai danger. C'est pour ça il y a plusieurs Syriens qui nous sommes vraiment contre cet armement-là, même parce que ce n'est pas ce n'est pas parce que c'est risqué pour les Syriens en Syrie, c'est risqué pour tout le monde. Il faut savoir que les djihadistes qui sont en Syrie, ils mènent leur djihad, ils ne mènent pas un combat de liberté, ils ne mènent rien de tout. C'est leur djihad, ils sont en première ligne pour mourir, pour partir au paradis et rencontrer leur houri. Alors voilà, ces djihadistes, de toute façon, le jour où le conflit cessera en Syrie, ils seront ou au retour dans leur pays d'origine ou ailleurs pour aussi mener un autre djihad. C'est ça ce qui est risqué et je crois que donner les armes à ces djihadistes, faciliter même, je dis faciliter la tâche, pour moi c'est criminel. La question n'est pas facile et ce sera sans doute la dernière, mais je la pose à Nathalie Nogueret. Deux journalistes français ont été enlevés la semaine dernière en Syrie, Didier François d'Europe 1 et le photographe Édouard Elias. Est-ce qu'il est désormais clairement impossible de garantir la sécurité des reporters en Syrie? Et est-ce que ça fait réfléchir la directrice de journal que vous êtes? Bien évidemment que ça me fait réfléchir et j'ai beaucoup réfléchi avant de donner le feu vert à mes deux reporters qui sont partis il y a un peu plus de 2 mois en Syrie. Ils avaient un projet, ils avaient une intention, ils avaient un projet de reportage en toute indépendance, sans savoir ce qu'ils allaient trouver exactement sur place. C'est la règle du reportage, on va voir sur place. Évidemment, c'est une responsabilité lourde, je reconnais, de donner cette autorisation, d'envoyer 2 personnes dans une telle zone de conflit. Il n'y a aucune garantie. Vous posez la question s'il y a des garanties de sécurité, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument aucune, je pense, dans aucune zone de guerre. Et cette guerre-là est particulièrement féroce. Et évidemment, on prend un certain nombre de précautions aussi. Il y a des moyens aussi de prendre des nouvelles, d'avoir des nouvelles régulièrement, de suivre autant que c'est possible la trace des journalistes, mais c'est difficile. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les journalistes qui partent en Syrie font un travail courageux. Je pense qu'il est important d'aller chercher les faits, d'aller témoigner, surtout quand le pouvoir qui censé contrôler le territoire national syrien veut en faire une boîte noire, un blackout total sur ce qui se passe et sur ce que subissent notamment les civils. Donc je crois qu'il faut rester très sobre aussi et souhaiter évidemment le bon retour de ces 2 journalistes qui ont été enlevés. Je crois que d'autres commentaires, pour ce qui concerne d'autres commentaires, je crois qu'il faut rester très, très discret et prudent. Et je rappelle simplement qu'au total, 24 journalistes ont trouvé la mort, dont notre confrère Gilles Jacquier, et 7 sont portés disparus en Syrie. On a donc compris que c'était une grosse responsabilité d'envoyer des reporters dans ce pays, même si vous nous rappelez la nécessité d'informer après la publication de ce que vous venez de faire dans les colonnes du Monde. Juste une dernière chose avant de nous séparer, Randa Kassis. On assiste quand même depuis 2 ans, de loin, et plutôt impuissant au massacre de votre peuple. Qu'attendez-vous finalement de nous? Une bonne question. À vrai dire, je crois que nous, Syriens, nous n'attendons plus rien de la communauté internationale.
C'est ça la réalité. Ce que nous voulons aujourd'hui, il faut réfléchir, peut-être par nous-mêmes. Il faut réfléchir à une vraie solution, à un vrai projet qui peut sauver la population syrienne et notre pays. Dans le Kurdistan syrien, on dit qu'il y a une bulle d'harmonie et de bonheur en ce moment qui est quasiment inimaginable. Tout à fait. J'aimerais bien... Que la polygamie a été interdite. Tout à fait, la polygamie. C'est Patrice Franceschi qui m'a appris ça. Tout à fait. Ils ont des codes civils aujourd'hui au Kurdistan d'Irak. Et que des brigades féminines, pardonnez-moi, et que des brigades uniquement féminines ont été mises en place pour combattre Al-Qaïda. Tout à fait. Le Kurdistan syrien aujourd'hui est un très bon exemple à reproduire. J'aimerais tant de le reproduire, au moins dans les zones laïques, dans les zones où on peut vraiment appliquer des codes civils et des lois qui respectent les droits de l'individu. Merci à tous. Je rappelle, même pour les sceptiques, que la Maison-Blanche a donc annoncé ce soir une réunion autour du président Obama sur la situation en Syrie. Il est fortement question de parler notamment ou éventuellement de livraison d'armes. Un seul livre pour nous ce soir, qui nous a aidé à préparer cette émission, le dernier livre d'Hubert Védrine, Dans la mêlée mondiale 2009-2012, paru aux éditions Fayard. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Brigitte Benkemoun qui l'a préparée, à David Montagne qui vient de la réaliser avec toutes ses équipes. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau mots croisés. Dans quelques instants, le dernier journal. Merci infiniment de votre fidélité. À la semaine prochaine. Dès maintenant, pour plus d'infos, rendez-vous sur France2.fr.